Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour cet événement Women Shaping the Future of the Tech. Nous sommes très heureuses avec Marion, cofondatrice du groupe, de vous accueillir et d'animer cette table ronde organisée par Audensiel à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Ce soir, nous allons parler de tech, d'innovation, mais surtout de parcours humain. Parce que derrière chaque innovation, chaque projet, chaque ligne de code, il y a des personnes avec des idées, des convictions, parfois des doutes, mais surtout beaucoup de talent. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir autour de cette table des expertes venues de différents pays et de différents métiers. IA, data, cybersécurité, innovation, recrutement, bref, un vrai panorama de ce qui fait la richesse de la tech aujourd'hui. Au fil de cette table ronde, nous allons aborder plusieurs sujets importants. La place des femmes dans la tech aujourd'hui, le parcours, les carrières, les réussites, mais aussi les défis. Et un sujet dont on parle de plus en plus, le syndrome de l'imposteur. Parce que oui, même dans les métiers les plus techniques, la confiance en soi est parfois un vrai sujet. Nous parlerons aussi de chiffres concrets, de réalité terrain, de recrutement, mais aussi d'avenir. Comment attirer plus de femmes dans les métiers tech? Comment créer des environnements plus inclusifs? Et surtout, comment permettre à chacune et chacun de trouver sa place? Alors concrètement, comment va se dérouler la soirée? Au programme, des retours d'expérience et des témoignages inspirants, des enjeux autour de des échanges autour des enjeux de l'IA, de la data, de la cybersécurité et de l'innovation. Un temps de questions-réponses à la fin avec toutes les intervenantes. Et pour terminer, un moment convivial de networking. Mais avant de commencer cette table ronde, nous avons le plaisir de donner la parole à Aude Rigaudière, qui va ouvrir officiellement cette soirée. Aude. Buenas tardes, good evening, bonsoir. Welcome to everyone. Very happy to welcome all of you for this first international roundtable on this important topic, women shaping the future of tech. So I'm Aude Rigaudière, I'm the group General Secretary for Audensiel. And I would say that Audensiel is very happy and proud to organize that event. Thanks to Clément and Hajer for their decisive contribution to launch this, which was a challenge at the beginning. So why are we, all of us, here today? I would like to remind you that Audensiel is a mission-driven company, and on this mission, it's based on inclusion through tech, by tech, on different topics. Women is one of them. We will talk about that, about tech as a lever of inclusion, inclusion by technology as well. And it is not just about communication, it's really rooted in our CSR strategy. And how do we see that? What is CSR for us? It's just good business. And our business is done by people, by all of you. And as you probably know, people is made by half or 50% by women. So we have to take care of them and of men as well on how they manage and this relationship are managed. So this topic is really linked to our business and how we manage it and how we deal with that on an everyday basis. That's why this format with testimonies and the stories of real people is really important. It will be vivid. So I'm sure you will enjoy it. And again, just have fun and take the most of it. Merci Aude. Nous allons maintenant entrer dans le cœur de notre table ronde et pour commencer, nous allons parler recrutement. Maeva, qui est directrice
de la cellule de recrutement chez Audensiel, cellule du groupe basée à Barcelone. Elle va nous partager les tendances actuelles du recrutement dans la tech, quelques chiffres clés, mais aussi la réalité du terrain. Maeva. Merci Céline. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Maeva Kajjiou, responsable recrutement chez Audensiel. Je travaille, comme l'a évoqué Céline, depuis notre cellule de recrutement qui s'appelle Audensiel. J'y recrute et manage une équipe de talent acquisition qui va sourcer sur tous nos besoins IT, nos besoins en ingénierie pour nos différents clients multisectoriels. Et en sachant que Audensiel est réparti un petit peu partout en France, mais également à l'international, puisque nous sommes présents en Belgique, en Italie, en Espagne, et également au Canada, Mexique et Pérou. Nous, dans notre cellule de recrutement à Audensiel, on est face à un constat aujourd'hui. On remarque que la plupart de nos candidatures vont être des candidatures qui viennent d'hommes et que les femmes restent minoritaires à candidater dans nos métiers. Et justement, c'est pour ça que c'est très important d'avoir ce genre d'événements pour visibiliser les femmes dans la tech. Et pour ce faire, chez Audensiel, on a mis en place quelques actions de recrutement. Notamment, on a un partenariat assez fort avec l'association Elle Bouge. Je sais qu'on a des représentants d'Elle Bouge dans cette salle. Et notre ambassadrice chez Audensiel pour Elle Bouge, c'est Céline Hamel, directrice d'agence, qui co-présente cet événement. Et on a pu, en début d'année, réaliser un forum de recrutement entièrement digitalisé. On a pu rencontrer des femmes en recherche de stage, d'alternance, d'un premier emploi, d'un emploi. C'était des super rencontres. Ce qu'il faut savoir aussi, un chiffre assez important chez Audensiel, c'est que 34% de nos collaborateurs, collaboratrices sont des femmes, ce qui est au moins 10% supérieur à la moyenne nationale dans nos métiers. Et on a également plus de 50% des postes à responsabilité qui sont pourvus par des femmes chez Audensiel. Et par ailleurs, aussi une autre info assez importante, dans notre cellule de recrutement chez Audensiel, on met en place des formations pour les sujets de biais cognitifs, de discrimination. On le sait, la discrimination repose sur plusieurs critères, dont le sexe, l'identité de genre, l'origine ethnique, mais également le lieu de résidence, l'âge, etc. Nous, ce qu'on va essayer de viser chez Audensiel, c'est de regarder vos expériences professionnelles, vos compétences sur vos CV. D'ailleurs, j'ai mis un petit peu l'équipe juste après, sur une seconde slide. L'équipe Audensiel qui est répartie géographiquement, soit par périmètre d'activité, soit par périmètre géographique. Et je sais qu'on a plusieurs étudiantes, étudiants dans cette salle. Et si je pouvais vous donner quelques conseils, je sais que c'est pas évident quand on est étudiant de savoir ce qu'il faut valoriser sur un CV. Vous pouvez par exemple mettre en valeur vos expériences associatives, vos expériences de bénévolat, également vos projets académiques, et puis si vous avez eu l'occasion de faire des stages, des alternances, bien les expliciter, les étayer, c'est ce qui peut faire la différence, et c'est pas parce qu'on est junior qu'on n'a rien à valoriser, bien au contraire. Merci en tout cas pour cette journée, et j'ai hâte d'écouter aussi nos collaboratrices au sein du groupe pour qu'elles puissent vous inspirer, et voilà. Merci beaucoup. Je vais rester d'ailleurs juste après pour que vous le sachiez. Si vous voulez me solliciter, me donner vos CV avec plaisir pour qu'on puisse discuter. Merci beaucoup. Merci Maeva. Et au nom de toute l'équipe commerciale, merci pour tout ce que tu fais. C'est très important de le souligner. Nous allons maintenant parler de parcours et de carrière internationale. Fabienne est Business Development Manager chez Gruppo Foss en Italie, Gruppo Foss nous a rejoint cet été, une entreprise qui fait partie du groupe Audensiel. Avec Fabienne, nous allons parler de persévérance, de carrière et de ce qui permet d'avancer dans la tech sur le long terme. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invitée comme représentante d'Italie. Je suis très fière pour ça. Et donc, je m'appelle Fabienne Moretta et je suis la responsable des solutions agritech du groupe Foss.
En parlant un peu de moi, ma carrière, mon parcours n'a pas été très, très linéaire. En commençant par les études, j'ai étudié les sciences agronomiques. Et si quelqu'un m'avait dit un jour que je travaillerais dans la technologie en parlant de systèmes intelligents, de données, d'intelligence artificielle, appliquée en plus à l'agriculture, sûrement je n'y aurais pas cru. Parce que normalement, on imagine l'agriculture comme quelque chose encore de romantique. Nous imaginons la terre, les mains dans le sol, la tradition. Et aujourd'hui, c'est vraiment le moment où il y a une intersection entre ces deux mondes, le monde de la technologie appliqué à l'agriculture. Pour parler un peu de mon histoire de travail, j'ai commencé dans deux grosses multinationales qui m'ont approchée au monde de la technologie. D'abord le groupe Mars, où j'étais acheteuse de matières premières et surtout de toutes les matières alimentaires qui servent pour les produits que le groupe faisait. Et, et à un certain moment, au boom d'Internet, j'ai changé en restant acheteuse, mais j'ai changé de secteur et je suis passée dans le secteur high-tech. Donc, finalement, j'avais appris quoi faire dans les achats et j'ai abandonné mon monde de l'agriculture. De nouveau, ma vie a changé parce que j'ai rencontré l'amour, donc j'ai changé de ville, j'ai eu des enfants, 3, et j'ai eu un parcours entrepreneuriat et qui s'est terminé à un certain moment parce que, arrivé au break-even, j'ai décidé de re-rentrer dans mon monde et j'ai eu la chance de gérer une société viticole qui, au moment du Covid, a été rachetée par des Chinois. Et là, j'ai eu la rencontre avec Foss, qui me dit à un certain moment, tiens, on a un produit intelligent, un produit très smart qui s'appelle le Microcosmo. Est-ce que tu serais intéressé, avec un brevet européen, est-ce que tu serais intéressé de développer le marché en Italie? Ben, j'ai dit oui. Alors, on a commencé avec ce brevet qui était divisé à moitié entre Enea. Enea est une agence, l'Agence nationale d'Italie pour les nouvelles technologies, pour l'énergie et le développement économique durable. Donc, le brevet européen est à moitié entre Enea et le groupe Foss. Et donc, on s'est lancé dans le marché. Et aujourd'hui, je développe toutes les solutions de smart agriculture, donc des technologies intelligentes qui rendent l'agriculture plus durable, plus efficiente et plus résiliente. Donc, finalement, dans mon parcours, j'ai constaté que l'innovation purement technique ne suffit pas, car dans la tech, et encore davantage lorsqu'on développe une machine complexe comme le microcosme, il faut une vision systémique. Donc les femmes sont fondamentales parce que la vision féminine a des éléments distinctifs en tant que attention à l'expérience de l'utilisateur, une capacité de médiation interdisciplinaire. Donc, on a besoin d'une vision inclusive qui fait la différence. Par exemple, dans le groupe, oui, pas dans le groupe FOSS, mais dans FOSS où je travaille à Gênes, on est 195 personnes, dont 46 femmes. Et dans mon groupe de Research and Development, on est 26 personnes et 12 femmes. Donc, on a besoin de la diversité pour stimuler l'innovation. Et pour quoi dire aux jeunes, aux étudiants et aux jeunes professionnels et même à mes fils, c'est il faut vraiment ne pas avoir peur. N'attendez pas de vous sentir prêt car les parcours non linéaires sont toujours une richesse.
osez vous asseoir à des tables où vous ne vous sentez pas légitime. Posez des questions, soyez curieux, soyez distinctifs, parce que ça, c'est vraiment agrandissez la pièce par votre présence. Ça pour dire que la technologie à elle seule ne suffit pas, car les entreprises évoluent grâce aux innovations, mais elles réussissent surtout grâce aux personnes qui les portent. Donc, les talents rendent la technologie possible, mais c'est la diversité des parcours, des idées, des regards, et surtout des femmes qui aident les sociétés à s'agrandir. Donc, lorsque j'ai commencé dans mon monde de l'agriculture, j'étudiais comment les plantes réagissent au stress j'arrive pas à le prononcer, environnemental. Et aujourd'hui, je développe des technologies pour aider l'agriculture à résister au stress global. Cela pour dire que j'ai eu un parcours complètement atypique. Je suis sortie et rentrée dans mon monde. Et donc, les femmes sont absolument nécessaires et cela pour dire que la technologie ne sera pas façonnée par un seul profil, mais elle sera façonnée par des esprits curieux, courageux et collaboratifs. Donc cela peut être vous. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Fabienne. Nous allons maintenant aborder un sujet incontournable, l'intelligence artificielle. Pour cela, nous avons la chance d'accueillir Inés, data et IA expert chez Kairos, notre entité présente en Espagne, au Mexique et au Pérou. Inés est également finaliste du Women in Tech Europe Award, lauréate du Global Tech Leader Award et participante au programme Data Notes de la NASA. Bref, un parcours assez impressionnant. Inés va nous partager sa vision de l'IA et de son impact sur les métiers de demain. Muchas gracias. Ok, bien ready. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Inés Huertas, soy Global Head de Data e Inteligencia Artificial dentro de Kairos. Y lo que desarrollo dentro de la compañía pues es la disciplina de datos e inteligencia artificial. Llevo desde la parte de desarrollo de negocio, la gestión de los equipos y la ejecución de los proyectos. Pero ¿cómo he llegado hasta aquí? Me gustaría contaros un poco cuál ha sido el camino brevemente. De formación, soy ingeniera de telecomunicaciones, especialidad de telemática. Y empecé mi trayectoria como ingeniera de sistemas y de redes. Posteriormente me fui moviendo pues, a administrar sistemas de Big Data y terminé pues, tratando esos datos que teníamos almacenados mediante técnicas de Machine Learning. Después di el salto a la parte más de negocio. Durante esta fase pues, tuve una startup que duró 5 años en la que dábamos servicios de Machine Learning y de ciencia de datos. También he estado como CDO en diferentes startups del sector de la salud. Y finalmente, pues bueno, también he trabajado como asesora en el Ayuntamiento de Madrid en el área de innovación. Al margen de la trayectoria profesional, he llevado a cabo muchas acciones relacionadas con el voluntariado. Y este voluntariado consistiendo en formar comunidades tecnológicas principalmente, ¿vale? Y sobre todo aquellas que están orientadas a temas de la mujer. Por ejemplo, cofundé el chapter de Madrid de una organización que se llama R-Ladies Madrid, de mujeres que programamos en R. También el Data Science Meetup y el Big Data Meetup de Madrid. Luego os comentaré un poquito qué es esto de los meetups y qué son las comunidades, pero para que tengáis una idea, se trata de sesiones que damos una gente que tiene un interés común, pues por ejemplo en tecnología, en desarrollar una serie de librerías o en compartir experiencias profesionales. Además soy public speaker y tengo alguna publicación relativa sobre todo a temas de ciudades inteligentes. Y bueno, como han mencionado, tengo otra serie de reconocimientos que van un poco alineados pues, con lo que es la trayectoria más profesional. Pero hoy vengo a hablaros un poco de la IA y cómo la IA se relaciona con el tema del género, ¿no? Llevamos mucho tiempo escuchando sobre el hype que hay en el tema de la IA, y es que la IA va a transformar la forma en la que vemos el mundo. Os pongo ahí un par de indicaciones, ¿no? de dos entidades, del World Economic Forum y de McKinsey, en el que se refleja la cantidad de
proyectos y de trabajos y profesiones principalmente que se van a crear en el ámbito de la IA, ¿vale? Todo el mundo está hablando de que va a haber una nueva generación de profesionales y que va a haber un montón de oportunidades. Pero claro, ¿esas oportunidades para quién son? ¿Cómo es el esquema de género dentro de la IA? Vamos a verlo. No sé para dónde. No. Ok. Bueno, pues si nos fijamos en las nuevas generaciones, en la gente más joven, vemos que menos del 1,5% de las chicas quieren estudiar o quieren llevar a cabo profesiones relacionadas en el ámbito digital. Si preguntamos a los chicos, estamos hablando alrededor de un 10%. Vemos también que a nivel internacional las mujeres en tecnología somos el 23%. Pongo el dato de España, que está en torno al 26%, yo creo que más o menos casi en Europa está bastante nivelado. Aún así sigue siendo una proporción muy baja. Respecto a las patentes en IA, vemos que solamente hay un 16,5% de patentes de IA llevadas a cabo por mujeres. Y que, bueno, en general, el tema de mujeres que entran en la universidad para estudiar informática o ingeniería, estamos en tasas de por debajo del 15% para informática o ciencias de computación y por debajo del 29% en el área de ingeniería. Pero quizás el dato o el indicador más peligroso es el que dice que la mayor parte de los procesos o de los trabajos que se van a automatizar principalmente están desarrollados por mujeres y tienen que ver con tareas administrativas, entradas de datos y servicios de cliente. Entonces, digamos que la radiografía de la IA en cuanto a género no sale muy bien parada al tema de la mujer. Pero ¿qué impacto tiene que solamente un 23% de las mujeres estén en el ámbito de la tecnología? O sea, ¿realmente qué impacto tiene que en un equipo de 5 personas solamente haya una mujer? Bueno, pues en primer lugar tendremos algoritmos sesgados, ¿vale? Algoritmos que o bien están aprendiendo comportamientos que no deberíamos reflejarlo en una sociedad equitativa, o bien no están siendo bien programados o configurados. Os pongo un ejemplo. En Amazon decidieron hacer un algoritmo para el proceso de selección de su equipo de ingeniería. Entonces dijeron, bueno, necesitamos datos de perfiles de ingenieros que nos gusten. Pues vamos a ver cuáles son los currículums de los ingenieros que trabajan con nosotros. Entonces le pidieron a todo su equipo de ingeniería que les diera sus currículums y con eso generaron el algoritmo. Pusieron en producción el algoritmo para el proceso de selección y se dieron cuenta de que lo primero que miraba el algoritmo es si era una mujer. Y si era una mujer la descartaba. ¿Por qué? Porque todo su equipo de ingeniería eran hombres. Entonces el algoritmo lo que aprendió es que esa característica o esa feature pues no era buena. Entonces, claro, dices, ostras, es que se está cargando a la mitad de la población que puede aplicar, ¿no? Entre otras cosas, existen también muchos otros patrones. Pues, por ejemplo, en Facebook, el algoritmo que sacaron para recomendación de empleos también sesgaba por sesgo. Es decir, recomendaba una serie de empleos a mujeres distintas que a hombres. Estas cosas, dirás, bueno, Inés, ¿se pueden resolver? ¿No se pueden resolver? Sí que se pueden resolver y bueno, creo que más adelante una compañera hablará un pelín más sobre cómo hacer este gobierno de la IA. Pero bueno, otra implicación que tiene que no tengamos tantas mujeres en los equipos de IA tiene que ver con que las soluciones que desarrollamos no son buenas, van a ser malas. De hecho, os he puesto aquí un par de links, si luego podéis tener la presentación estaría genial para que lo vierais, porque hay un vídeo en el que habla de una solución que hizo HP para temas de cámaras, ¿vale? Decidieron hacer unas cámaras que seguían la cara de las personas y así podía ir haciendo zoom. Esta solución la implementaron y bueno, en el vídeo sale un hombre de color intentando probarla, intenta moverse, la cámara no se mueve. Viene su compañera, que es blanca, se empieza a mover y la cámara le sigue. ¿Qué ocurrió aquí? Ese algoritmo solamente se entrenó con un tipo de cara, ¿vale? Entonces, claro, dices, seguramente en el equipo no habría una diversidad que permitiera probar o identificar que faltan este tipo de características, ¿no? O, por ejemplo, los maniquís de los coches con los que se ensayan los choques. Esos maniquís históricamente se han probado con peso y con tamaño de hombres
Y luego lo que se ha visto es que en accidentes las mujeres tenemos mayor probabilidad de sufrir heridas o, digamos, problemas más gordos derivados del accidente que los hombres, porque los maniquíes están diseñados para ellos. Es decir, necesitamos equipos heterogéneos que contemplen mujeres en sus equipos para que también las soluciones nos complementen. Y por último, vamos a perpetuar la brecha de género, vamos a perpetuar el gap. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya habéis visto que va a generar un montón de empleos, pero además son empleos que son altamente remunerados. O sea, es decir, están muy bien pagados y que no haya mujeres que accedan a ellos también nos limita socioeconómicamente. Bueno, y con todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que si las mujeres... maybe we can... The engagement transcription. Okay. You want to... It's not very good. Okay. Lo que tenemos es que si las mujeres no estamos en la paleta que diseña el mañana, esa imagen, esa pintura va a estar sesgada. Bueno, ¿y todo esto es malo o no? Yo vengo a contaros qué opciones o qué oportunidades hay dentro del sector de la tecnología y cómo pues, las mujeres podemos desarrollarnos o engancharnos a ellas, ¿vale? Y vengo a hablaros en concreto de las comunidades software. Lo que os decía, una comunidad software es un conjunto de personas que se reúnen periódicamente para hablar, compartir o tener una red de personas con ese mismo interés, ¿vale? Existen muchas a nivel internacional. Y luego existen chapter a nivel de ciudad o a nivel de país. Los hay de muchísimos sabores. Los hay, pues a lo mejor de Women in Data Science, que son de la Universidad de Stanford y que pueden tener el chapter de París, igual que tienen el de Madrid, y quedan una vez al mes. Cada X tiempo organizan a lo mejor algún evento más gordo o alguna conferencia y puedes encontrar a mujeres que se dedican principalmente a lo mismo que tú, de las cuales aprender o sobre las cuales tú compartir algo, ¿vale? Aquí hablamos de mentoras, pero también hablamos de mentís, en el espacio en el que te encuentres más cómodo. No solamente las hay a nivel tecnológico, por ejemplo, C-Session es una comunidad que lo que ayuda es a las mujeres a empezar a hablar en público. Hablar en público puede ser esto, pero también puede ser presentar un proyecto o presentar los resultados de un análisis que has hecho. Es decir, permiten mejorar su carrera profesional. O, por ejemplo, las Women Time Makers, que son de Google. Ellas son como más across y digamos que puedes encontrar a mujeres que desarrollan mobile, ciberseguridad, ciencia de datos, etc. Puedes encontrar la que más te guste. Adicionalmente, encontrarás pues, desde el asesoramiento más técnico y el poder compartir problemas, tutoriales, contribuciones open source, que eso es algo muy interesante, sobre todo desde el punto de vista más curricular, ¿no? Pues bueno, becas y sobre todo visibilidad. Si alguna está interesada en cosas de esas, preguntarme sin problema porque os aseguro que, pues bueno, más allá de lo que puedas encontrar a nivel de comunidad, vas a encontrar cosas muy chulas, ¿vale? Puedes encontrar colaboraciones, vas a encontrar personas, vas a encontrar historias que yo os recomiendo que no os perdáis. Porque, bueno, además de que creces profesionalmente, también creces personalmente. Ahora sí que me gustaría dar una serie de tips para aquellas que estén dando sus primeros pasos o no, o que les apetezca o les crezca un poco el gusanillo de mejorar. Lo primero, si estás en tecnología, vas a estar constantemente aprendiendo. Según Gartner, para el año 2028-2030, cada habilidad que tú aprendas, cada skill nueva, va a tener un tiempo de vida de 2 años. Es decir, cada 2 años vamos a tener que estar aprendiendo cosas nuevas. Pues para eso no hace falta, o sea, está genial si puedes hacer una formación universitaria o de una escuela de negocio, pero si no, tienes cursos online, tienes certificaciones, puedes hacer proyectos propios, que eso también cuenta, es decir, bueno, pues voy a escogerme un paquete open source y voy a hacer un desarrollo pequeño, o voy a empezar a aprender un poquito más sobre esta nueva tecnología a través de una certificación, o estoy utilizando en mi día a día en un proyecto determinada tecnología, voy a certificarme para avalar ese conocimiento. El tip número 2.
para mí este es uno de los más valiosos, ¿vale? Que es, no solo hay que ser bueno, sino hay que saber contarlo. Es decir, tenemos que salir y empezar a exponernos un poquito más, compartir nuestros logros. Eso es algo que además a las mujeres nos cuesta un poco, ¿no? Nos da a veces como vergüenza el decir he conseguido esto, ¿no? Y compartirlo abiertamente. Para eso te recomiendo pues, que escribas y que publiques en LinkedIn opiniones que tengas sobre determinadas tecnologías o consejos de tu día a día, ¿no? Seguro que hay alguien que no lo sabe y que quiere y necesita escucharlos. Y bueno, y luego está el famosísimo síndrome del impostor, que para el que no lo conozca es un poco esa vocecilla que nos dice a veces que cuidado, que no puedes o que a lo mejor no eres lo suficientemente buena, ¿no? El síndrome del impostor yo creo que es algo con lo que vamos a tener que lidiar toda la vida. Siempre vamos a tener el problema del síndrome del impostor y que dependerá mucho de lo que lo alimentemos o no. Entonces, mi recomendación respecto a esto es con miedo, con dudas, enfadada, triste, contenta, valiente, hazlo, porque así cada vez el síndrome del impostor será más pequeño y tu yo de verdad será cada vez más grande. Por último, el tip número 4 es empujar por aquello que tú crees, ¿vale? Cuando digo empujar por aquello en lo que tú crees es, muchas veces esperamos encontrar espacios donde poder desarrollarnos. Y eso es maravilloso. Pero a veces hay que pensar que si esos espacios no existen y hay gente que aparte de ti puede estar interesada, tienes que crearlos o puedes crearlos. Que no te quedes pensando que estás limitada por la realidad que existe, porque así es un poco como se transgrede y cómo se consigue mejorar. Para esto, pues bueno, tienes las comunidades de software, iniciativas internas que puedes hacer en la compañía. Por ejemplo, en Kairos hemos hecho una iniciativa que es el I Am Remarkable, que es de Google, en la cual pues bueno, te ayudan y te haces un proceso en el cual pues ganas confianza en ti misma e intentas mejorar. Y bueno, yo lo recomiendo bastante. Y luego también, pues, Kairos, por ejemplo, intentamos que haya paridad de mujeres en cuanto a las charlas, ¿no? O intentamos agregarlas mucho en ese sentido. Cuando digo charlas, son charlas internas que se hacen a nivel pues, de la disciplina, en la cual, pues bueno, intentamos que vayan pasando por fases y por entornos más o menos confiables para terminar de desarrollarse. Y por último, no me quería ir sin hablar de los role models, ¿vale? Porque esto es súper importante. Sin role model perdemos el talento. Y estamos hablando de que las mujeres son el 50% del talento mundial. Es decir, si nos estamos pegando por el otro 50%, imaginaros el espacio que hay. Y que la representación crea posibilidades. Es decir, necesitamos profesoras para que haya alumnas, alumnas para que haya profesoras, etc. Entonces, bueno, yo animo a todas aquellas mujeres que estáis en esta sala y que, pues bueno, ya tenéis una trayectoria un poco más larga, pues a salir y exponeros un poquito más pues para que otras quieran ser como vosotras. Y sobre todo, a todas aquellas que lo están dudando o que están empezando, os necesitamos. Necesitamos mujeres que estén en tecnología para poder desarrollar esos productos y aparecer en esa paleta, pues que hemos visto que estamos de momento un pelín ahí, un poco fuera, ¿no? Así que, nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y un placer. Thank you so much. Nous poursuivons avec Shravani, experte en cybersécurité dans le secteur bancaire basée au Canada. La cybersécurité est un domaine stratégique mais aussi historiquement très masculin. Shravani va nous partager son expérience, son parcours et les défis qu'elle a rencontrés. Good evening, everyone. Am I audible? Yeah. Okay, so thank you for having me here. If you had told me years ago that I would be speaking at a Women in Tech event, I would have probably said you're kidding me. But here I am. My name is Shravani. I work in cybersecurity, specifically in identity and access management for a corporate investment banking company here in Montreal, Canada. And which is basically a long way of saying that I help make sure the right people get access to the right systems and the wrong people definitely don't. If
you have ever been logged out of your account and thought, why is this so strict? I apologize in advance. That's probably my field. My tech journey wasn't very dramatic. It was driven by curiosity. I liked solving problems and I liked the structure um, behind it, and I liked understanding how the systems worked. And I sometimes wondered why they didn't work, and that curiosity actually turned into a career in cybersecurity. To to tell more about my background, I grew up in India, and that shaped me more than I realized at the time. Especially in engineering, competition is very intense. Smart, hardworking, and ambitious people constantly surround you, and you learn very quickly that talent alone is not enough. Preparation and discipline and consistency matters very much. And that environment actually built my foundation. Later, I moved to Canada to pursue my master's in software engineering, and that transition stretched me in multiple different ways. Because back home, performance speaks loudly, but here in Canada, communication speaks just as loudly. So I had to learn how to articulate my thinking clearly, participate in discussions, and adapt to a completely new professional culture. To tell you more about my role, IAM is essentially about digital access governance: who has access to what, why, and for how long, and under what approval process. It does sound procedural, but in a banking environment, it directly impacts security, compliance, and risk exposure. What I enjoy about my field is it combines structured thinking, accountability, and collaboration. So it's not just technical, it's organizational. If we move forward to challenges, the first challenge that I faced wasn't technical, it was visibility. In many meetings, I was one of the very few women in the room, and sometimes the youngest, and sometimes the only one from my background. And when you are in that position, you naturally become more cautious. So I used to over prepare before speaking anything. I would rehearse my points internally, and sometimes I would still hesitate to speak out. And then someone else would say something very similar, and the room would actually respond positively to it. So that was frustrating, but it also became a turning point. I realized something very practical, that if I don't contribute, my perspective never enters the system. So I made a small but intentional shift. I stopped waiting for perfect confidence. I started speaking when I was 80% sure instead of 100%. Another challenge that I faced was credibility. When you are very young and a woman in cybersecurity, especially in a banking environment, you sometimes have to prove your technical understanding more explicitly. Instead of taking that personally, I treated it strategically. I prepared thoroughly, I understood the processes deeply, and I anticipated questions even before they were asked. And over time, that preparation built trust. And here's where the opportunity came in, because being in the minority actually made me sharper. It made me more structured in a way, and it made me more precise in my communication. And that discipline actually became an advantage for me. Um, to talk about diversity, why does inclusion, especially the inclusion of women, matter in technology? Technology in general is built on assumptions. In cybersecurity, we make assumptions every day. We assume how users behave, we assume how access should be structured, we assume where vulnerabilities might appear. And if the teams that are designing and governing these systems lack representation, certain risks simply don't get questioned. Women often approach problems with different patterns of analysis. In my experience, we tend to ask questions such as, who is affected by this decision? What is the edge case? What happens if this fails? And that kind of questioning actually strengthens systems. In a governance heavy environments like banking, details matters and risk anticipation matters. So when women are part of these discussions, the dynamic shifts, conversations expand, and assumptions are challenged differently. And I feel that making process becomes more layered. I'm not saying that
men's perspective or women's perspective is better than another. It's just more about saying that stronger diversity of thinking creates stronger outcomes. And if cybersecurity teams lack women, we are not just missing representation, we are actually missing perspective. And in a field where even small oversights can lead to a major consequences, perspective is very critical. So inclusion isn't symbolic, it is actually structural in a way. And when women participate fully in technology, innovation becomes more robust, systems become more resilient, and risks are examined from more angles. And I feel that that's good for everyone, and especially to women who are entering tech. You don't need to change your personality to succeed. You just need to strengthen your expertise and participate more in the room, because technology will continue to evolve and cyber threats will evolve and systems will become more complex. But no matter how advanced technology becomes, it is still shaped by the people who are building and governing it. So, if we want stronger systems, we need disciplined thinkers. If we want safer institutions, we need diverse perspectives. And the future of tech is not reserved for a specific profile, it is built by those who show up and prepare well and contribute. So, um, there is definitely space for you in that future if you want to have that space for yourself. Thank you. Nous avons ensuite le plaisir d'accueillir Hajer, directrice R&D et innovation chez Audensiel. Hajer dirige notamment le laboratoire d'innovation du groupe qui développe des projets technologiques avancés et qui a déjà remporté plusieurs prix d'innovation. Elle va nous parler d'innovation, de recherche et de l'importance de la diversité dans la création de nouvelles technologies. Merci Céline. Je commence par une petite intro du Labinov Audensiel. Donc, on est une équipe d'une trentaine de personnes approximativement. À 80%, on est docteurs dans des spécialités différentes. Intelligence artificielle au sens large, avec machine learning, deep learning et IA générative. On fait également de l'IA embarquée et des solutions en système embarqué. Beaucoup de chercheurs, donc on publie également et on collabore avec des écoles, et puis je suis contente de recevoir quelques-uns aujourd'hui avec nous. Donc vous pouvez aller chercher sur Google Scholar Audensiel et vous allez avoir le plaisir de lire nos publications. Avec toute modestie. Plus pour les lecteurs. Hein. Non, mais l'idée derrière, c'est de reproduire également. Donc, c'est le partage de connaissances. L'informatique, pour moi, c'était comme une évidence. Donc, à 5 ans, peut-être je l'ai appelé différemment selon les âges, mais voilà, je suis sûre que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. À 5 ans, je disais à ma famille que j'allais faire des maths quand je serais grande. À 10 ans, j'essayais de deviner les mots de passe de l'ordinateur de mon père. J'essayais de trouver toutes les combinaisons possibles et d'aller sur cette petite boîte. J'étais sûre qu'elle va me permettre de visiter le monde entier. Et j'avais raison, encore à toute modestie. Ensuite, voilà, au lycée, j'ai découvert la programmation. J'ai trouvé ça très très intéressant parce que je pouvais écrire des scripts, des programmes qui résolvent les énigmes pour moi. Voilà, c'était super intéressant. J'ai poursuivi des études en informatique, bien évidemment. J'arrive à l'université, je découvre qu'il y avait des problèmes qui étaient un peu difficiles et un peu complets et qu'on ne pouvait pas résoudre. Donc, n'importe quelle machine dans le monde, la plus puissante, ne pouvait pas les résoudre dans un temps fini. Et je me dis, ah oui, ça, c'est vraiment mon enjeu, c'est ce que je vais faire. Donc, je m'intéresse à l'optimisation, ensuite à l'intelligence artificielle.
Et j'arrive au bon moment parce que c'était l'ère du machine learning et du deep learning. J'ai fait beaucoup de théories et vu que, voilà, comme toutes les femmes, je pense, qui sont dans cette salle, j'avais toujours le petit syndrome de l'imposteur qui me disait, même avec un bac +1, que j'étais pas assez bien. Donc, et j'avais pas très bien maîtrisé la chose. Donc, je poursuis un doctorat en informatique avec une spécialité en intelligence artificielle et spécifiquement en machine learning. Et c'est là où vraiment j'ai appris à consolider ma capacité de lier l'idée à la démonstration, à aller vers une solution qui marche, mais vers une solution robuste qu'on arrive à évaluer et qu'on arrive à expliquer le résultat et à reproduire. J'ai continué ensuite dans la recherche et le développement. Et je pense, avec mon expérience chez Audensiel, j'ai vraiment pu lier les deux bouts, donc la théorie que j'ai appris pendant des années à la réalité du terrain et aux besoins clients. Donc, au Labinov, comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille principalement sur des projets d'innovation. Donc, il y a ce côté recherche, et qui dit recherche-innovation, ça rime directement avec doute et incertitude. Donc, c'est très inspirant ce qu'on fait, je l'adore, c'est très motivant, mais pas tous les jours. Il y a des jours où on a beaucoup d'échecs, on peut passer vraiment des jours, voire des semaines sur un sujet qui n'aboutit pas. Et vraiment, ça, c'est assez frustrant. Et là, c'est l'importance d'être en contact avec la communauté grâce à des conférences internationales ou des workshops. On peut récupérer le feedback de personnes qui sont juste à côté ou dans l'autre bout du monde, mais qui travaillent sur des sujets similaires. Ce partage de connaissances, cette collaboration et ce feedback nous permet d'avancer très rapidement. Il y a aussi le networking, donc l'importance d'avoir un réseau, de collaborer ensemble sur des projets d'innovation. On est des profils très spécifiques et experts sur vraiment des points très, très, très spécifiques. Donc, finalement, on peut pas travailler seul sur un projet multidisciplinaire. Donc, collaborer ensemble, ça nous permet d'accélérer l'innovation et vraiment à concevoir des solutions qui sont très, qui répondent vraiment à des besoins réels. Alors, pendant des années, j'ai occupé des postes techniques. Donc, pour moi, ce qui était le plus important, c'était la rigueur scientifique, la rigueur technique, l'exigence et la persévérance, voilà, même dans les moments de doute. Et j'arrive à un certain moment de ma carrière où il y avait un changement, il y avait une certaine transition. Donc, je bascule de postes techniques vers des postes de management. Sauf que, bien évidemment, comme je suis exigeante avec moi-même, ben, c'est ce que je pensais faire avec les autres. Et je pensais, c'est comme ça, il fallait rester. Ce qui était le plus important, c'était la rigueur, voilà, l'exigence, l'engagement. C'est ce qui me parlait. Je ne vous cache rien, ma première expérience n'a pas été une vraie réussite. Et on revient au petit syndrome de l'imposteur, donc qui me dit mais qu'est-ce que tu fous là? Toi, tu es une fille qui sait très bien communiquer avec les machines, les gens, c'est pas vraiment ton truc. Pourquoi tu pars sur cette direction? Alors, ce qui était super bien, c'est que j'étais très bien entourée, mais aussi que ce syndrome d'imposteur, finalement, a été un levier pour moi. Parce que je me dis, toute ma vie, j'étais à 120% prête avant de faire les choses. J'ai toujours essayé, voilà, d'apprendre de nouveaux langages de programmation, d'apprendre de nouveaux outils lorsqu'il s'agit de nouveaux projets. Et là, c'est pareil, hein, finalement. Je n'étais pas à 120% prête, tout simplement. Donc, j'ai compris qu'il y avait d'autres compétences à acquérir et ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a aidé également parce que, et je reviens sur le point d'être bien entouré,
que je ne devais pas faire les choses à la manière de tout le monde, mais peut-être à ma manière, que ma rigueur, voilà, mon exigence, mon engagement n'était pas finalement que des inconvénients dans ce poste, que je pouvais transformer ça dans aussi ma nouvelle position. Donc aujourd'hui, j'essaie à la fois d'être rigoureuse, humaine, mais aussi fédératrice. Et je suis sûre que je fais pas super bien tout le temps les choses, mais quand même, je n'ai plus besoin d'être à 120% prête. Aujourd'hui, j'essaye quand même d'avancer et d'apprendre en chemin. On a parlé tout à l'heure de la diversité et de l'importance de la diversité, quelle que soit en innovation, mais aussi en intelligence artificielle. Et c'est très important en innovation de l'IA. On est en train de concevoir, de développer des solutions d'intelligence artificielle qui sont utilisées d'une manière massive. Aujourd'hui, on le voit, tout le monde utilise de plus en plus l'IA et l'impact est assez important. Dans la prise de décision, dans des sujets vraiment peu importants jusqu'aux sujets très importants. Le message peut-être que je voudrais diffuser, c'est qu'aujourd'hui, si on ne participe pas à la conception de l'IA, à la conception de solutions basées sur l'IA, on va subir tout simplement l'IA. Donc, au Labinov, il y a un truc que j'adore. Quand on travaille sur des sujets nouveaux, donc on commence à faire le brainstorming, on essaie de répondre à un besoin. On est dans une salle, donc chacun partage sa manière, voilà, d'aborder la problématique et on n'a jamais le même avis. Et ce qui est super aussi, c'est que je travaille avec des personnes depuis des années et j'arrive jamais à anticiper leurs pensées. Donc voilà, plus on a de perspectives, finalement, mieux on cadre le besoin, mais aussi plus on se rapproche de la réalité du terrain et vraiment à une solution qui va ressembler le maximum possible à la réalité. Alors je reviens aussi au point qu'on est dans la même salle, voilà, et on partage des idées. Ce qui est super bien avec l'équipe Labinov aussi, c'est que je me dis, mince, je ne suis pas la plus intelligente. Il y a toujours quelqu'un qui a une idée beaucoup plus brillante que la mienne. Et ça, c'est très important parce que ça permet d'évoluer dans des environnements inconfortables, dans des environnements stimulants. Il y a toujours quelqu'un qui va parler d'un outil, d'une nouvelle techno que je ne connais pas. Et là, j'essaie de trouver le temps d'aller chercher, de m'améliorer et d'être updated, même si voilà, c'est pas ce qui est prioritaire sur le coup. Et donc chaque jour, j'essaie d'être une meilleure version de moi-même. Alors, le petit peut-être autre conseil que j'ai mis, c'est que ne pas attendre à être 120% prête. Je suis sûre qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait un speech à la Steve Jobs, mais je n'étais pas à 120% prête, mais quand même j'ai osé. Et j'espère que j'étais inspirante pour des personnes et peut-être que j'étais utile pour d'autres. Alors, je voudrais aussi dire que c'est important d'oser l'atypique. Parce que voilà, les cadres, les chemins très bien faits, c'est pas toujours les plus intéressants, mais aussi c'est un peu ennuyeux. Donc je dis peut-être, je voudrais dire aux nouvelles générations, d'oser l'atypique, c'est pas grave si c'est pas ce que vous voulez, mais de toute façon vous n'allez pas regretter. Mais ce qui est important, c'est toujours avoir un plan. Donc je reviens sur ce qu'a dit. Ce qui est dit tout à l'heure, c'est vraiment être structuré et méthodique. C'est très important dans des jobs de tech. Et voilà, donc aussi persévérer tous les jours, même quand on n'est pas motivé, c'est très important. Merci. Merci Hajer.
Nous allons maintenant donner la parole à Stéphane Louge, directeur des opérations chez Audensiel. Stéphane nous partagera son regard sur le développement des équipes, les enjeux de recrutement et surtout l'importance de la diversité pour accompagner la croissance et l'innovation. Stéphane, je te laisse la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Fier d'être un des seuls hommes présents ici. Stéphane Louge, directeur des opérations donc, chez Audensiel. Mon rôle aujourd'hui consiste à accompagner les équipes autour de projets technologiques, généralement pour du software, du cloud, mais également tout ce qui est plateforme digitale et l'IA. On vient pas mal d'en parler. Mais au-delà de la technologie, une grande partie de mon travail, il consiste surtout à industrialiser les pratiques avec l'ensemble des collaborateurs, recruter des talents, vous l'avez compris, notamment avec la présentation entre autres des équipes de Maeva, mais aussi de créer des environnements où l'ensemble des personnes de nos équipes puissent progresser. Je vais essayer de parler un petit peu rapidement de mon parcours dans la tech. Alors, il est assez classique, hein. J'ai commencé en tant que développeur, notamment dans l'écosystème Microsoft et plus particulièrement les technologies .NET. Puis j'ai évolué assez classiquement vers des rôles d'expertise et puis après je me suis spécialisé dans l'architecture, le management, qu'il soit de projet ou d'équipe, pour aujourd'hui avoir des chances finalement d'avoir des fonctions plus globales et impactantes autour de toutes nos équipes, des expertises et aussi de l'innovation, comme vous l'avez compris, portée aujourd'hui par une femme très brillante qui est Hajer, qui vient d'exprimer un petit peu tout ce qu'on pouvait faire de très bien. Et donc, du coup, l'objectif, c'est que la technologie façonne le monde et donc, du coup, elle est souvent liée à des équipes et aux perspectives qu'elles apportent. Et donc, en termes de diversité et d'innovation, souvent, comme vous l'avez compris, il y a un déficit de représentation féminine au sein finalement des sujets qui sont autour de la tech. C'est un défi, vous l'avez compris, et je pense que ce soir, on y verra encore beaucoup plus clair. Mais c'est clairement une opportunité pour notre industrie parce que, en fait, moi, ce que je vois surtout pour les projets, c'est que dès lors qu'on a des équipes qui sont diverses, elles apportent finalement des meilleures décisions, plus de créativité, d'innovation, mais aussi des solutions plus pertinentes parce qu'il ne faut pas l'oublier, on crée de la technologie pour des utilisateurs finaux et donc on fait de meilleurs produits. Pour pouvoir faire ça, on va parler après de la partie communauté et talent. À l'autre slide. C'est une évolution, elle ne se fera pas seule, elle nécessite à la fois que les entreprises jouent un rôle, mais aussi chaque personne de la communauté puisse œuvrer. Et à mon petit niveau, avec l'ensemble des équipes, on organise des meet-up techniques, des événements de partage de connaissances, partage de connaissances techniques, des initiatives, afin d'encourager l'ensemble de nos collaborateurs à se former, à se certifier et surtout à partager en interne et en externe à travers des communautés. Et typiquement, des soirées comme celle-ci peuvent faire finalement émerger quelques talents au sein de la communauté tech. C'est la suite, voilà. Donc, du coup, pour pouvoir finalement œuvrer et faire des projets autour de la tech, du coup, il faut des équipes performantes. Et j'aime bien faire l'analogie généralement autour de quelque chose qui est vraiment un élément important de mon équipe professionnelle, c'est le sport. Je pratique notamment les sports d'endurance et plus particulièrement le triathlon, ce qui m'a appris pas mal de choses et qui s'applique bien à la technologie. C'est que dans un triathlon, par exemple, vous avez 3 disciplines, il faut savoir nager, il faut savoir rouler, il faut savoir courir. Mais en plus de tout ça, il y a d'autres disciplines cachées qui sont la nourriture, la récupération et la planification. En gros, si vous êtes excellent dans une seule, vous ne gagnerez pas la course. Alors, je ne dis pas que je gagne les courses, mais en tout cas, vous ne serez pas performant. Et donc, derrière, ensemble, ce qui fait la différence, c'est qu'on a un équilibre dans les équipes qui fait la complémentarité et finalement le fait que tous nos talents puissent contribuer à faire quelque chose de performant au sein de nos projets. Si je devais donner un conseil aux jeunes, tout simplement, vous l'avez compris, n'ayez pas peur d'aller dans la tech.
essayez de trouver les mots de passe de vos parents. Ça permet déjà de commencer à travailler au sein de la cybersécurité. Non, blague à part, l'ensemble des sujets technologiques, ça ne se limite pas simplement aujourd'hui aux développeurs, ça a beaucoup évolué. Il y a de la data, on a parlé aussi de la cybersécurité, il y a du cloud, il y a beaucoup d'IA, vous l'avez au quotidien autour de divers sujets sur vos thématiques. En deuxième conseil, je dirais, restez curieux, ça évolue très très vite, et donc du coup c'est très passionnant parce que du coup, tous les jours il y a des nouveautés, et du coup partager, créer des connexions lors d'événements tels que celui-ci. Vous aurez un moment convivial sur la fin. N'hésitez pas à parler avec l'ensemble de nos experts et nos speakers aujourd'hui qui sont vraiment extrêmement inspirantes. Et enfin, si je devais conclure sur une idée simple, c'est comme la technologie transforme notre monde, son avenir, elle dépend des équipes. Et donc, les équipes, elles sont au sein de la tech, on parle de technologie. Et donc, tout ceci est entre vos mains. Croyez en vous et n'hésitez pas à partager avec l'ensemble des personnes ce soir pour peut-être faire briller le futur de vos innovations. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Nous allons ensuite partir du côté de l'Espagne avec Tania, directrice retail et CPG chez Cognonadia, qui fait également partie du groupe Audensiel. Tania partagera avec vous des perspectives internationales et des ressources externes très utiles pour évoluer dans la tech. Good. Thank you. Can you hear me well? Yes. Yes, good. So thank you. I'm Tania García. I work at Cognodata, which is an Audensiel company. And I want to speak to you about something that is very important for the technology right now in the artificial intelligence wave that we are living. And let me start with the phrase that you have there, which is, if you are not there in the room, you cannot shape what happens there. So basically, I'm going to start with a few data. It is very important when we talk about artificial intelligence to talk about bias, as many of my colleagues have just said in their presentations. I'm going to tell you a little bit about it, but when we think about bias and we think about it now, is that the examples that comes to mind are the ones related to, for example, human resources selection, when they are selecting the curriculums and the AIs are selecting for them, no? And in terms of that, there was an experiment done where some of they were analyzing different CVs and checking if this person is going to be selected for certain jobs. And the experiment consisted in changing the names. So when they changed the names from the different CVs, when they mix it, only 11% of the hire system selected female names. But this not only implicates to women, but when they were talking about Black men as well, only 9% of curriculums were selected. So when we talk about bias and we think about these examples, it's very clear that some bias is there. There was another experiment where some 133 systems were studied, and 44 of them showed gender bias. If we mix them, gender and racial bias, 25% of them show it. And there was another study which implicated a survey. And when we ask about people if women perspectives is considered when we build AI, only 25% said yes. So that means that when AI is built, it is not with us in mind, which is very important, right? So let me talk about me and why this is important for me. So I'm Mexican, but I live in Madrid, in Spain.
I'm living in Europe since long, so when I start to think about this, well, I came here and I joined Cognodata, which is this consultancy which is specialized in data analytics and artificial intelligence. And we are working as well in everything related to governance for artificial intelligence. So we help our clients to implement structured systems in AI management, including one ISO certification, which is very new, the 42001, which is very new and is like the standard international for artificial intelligence making responsible. So before we talk about that, can you go to the previous one? When I started to think about this in Mexico, I realized that in Mexico, for some of the problems, we have enough data, but for most of them, we didn't. And why? Because we have a few or a lot of people which data is not always into a system, right? It is a huge country with very different realities. So I thought about it, and when I came to Europe, I said, okay, the problem is not there in Europe because we are in Europe, right? And no, the problem was as well here because this problem is not systemic. It is, it's not regional, it's systemic. We have it here and we have it in many countries and many problems. Why? Because it is very important to say that data have a huge implication when we talk about technology and we talk about AI, no? So as a woman, as a Latina, I know the intersection between multiple areas and identities. So it became easy for me to start to making research with a different view. So can you go to the next one? So there are two books that changed my way of thinking. The first one is Unmasking AI from Dr. Joy Bulamwini. She's an MIT researcher, and she's the founder of the Algorithmic Justice League. I don't know if you know it, but it's very interesting to know about it. So when she was a graduate student in MIT, she was working in an AI which was facial recognition system, right? So when she was testing the system that she was building, she realized that the system was not identifying her face. Only if she put a white mask into her face, the system was working. So she started to investigate why, and in the end, of course, it is all about data. And this problem, with this problem, she defined this what is called coded gaze. This is the idea that technology prioritizes some preferences, and these preferences are usually put on the table by the people who are doing or making artificial intelligence. But these preferences sometimes as well show other things, right? So this book is very important because it starts to show the problem, but as well, what are the implications about it, no? Another book is Data Feminism, which is very interesting because it's talking about the data, of course, and why this is important. But it says every data set reflects a choice about what to count, who to count, whose reality we are measuring, and what is important, right, for the system. So it is very interesting that they start working about concepts like, for example, when we build AI, we build for the majority. And they say, no, the majority is going to be included if we build AI thinking about who is not there in the majority, right? So it is very interesting how they work on those concepts. So both books are talking about the same thing, which is the problem is not the algorithm that you are using. The problem is who is missing when this was designed, right? So let me give you an example. So we work with companies and with problems that are happening right now. So there's this food company which is using an AI system to control
the amount of ingredients that they are going to mix when they are building some products, right? So this is an automatic system that will decide how much of each ingredient we are going to put into the combination to make it a quality product, no? And a product that we can sell to people. So this mixture is automatic, as I said, so it detects that it needs more of an ingredient, and it happens that this ingredient is at the higher price, no? This is an expensive ingredient. So the product automatically changes the cost, and of course, this has an implication on the supermarket when the product has a higher price for the customer. But imagine that this product is targeted for women. So basically, women are affected by this. And of course, you know that in all the geographies, in all the societies, women, we have less, on average, less income, no power of income. I don't know how to say that. So basically, the implication is directed directly to us, no? So when we talk about this and we start to work with our clients about this, there is a lot of things related to governance. So we started to work with them about these AI system generations that can have this governance over everything, and we can measure the risk about it. And this is not only the technical risk from AI, which is there, of course, but it's as well the risk or different risks that have an implication on the society, which is very important. So there's no a magic solution for that. We need to work a lot with the customers, with our clients, because it's very difficult to create AI, and it's very difficult to create it with a governance perspective. But it's important that we start working with these concepts right now, right? So can you go to the next one? So I want to tell you that diversity is not the quota. We are not saying this because we want to meet the quotas, right, in between women and men. But it's very important what some of my colleagues have said, that we are there as a women. For example, 80% of the authors on leading AI conferences are women. The rest are men. No, we are not making a lot of conferences or presentations. We are not teaching a lot because only 20% of us are professors, and we are not developing a lot. We need more women in the field, and we need to be there. But it's not only about being there, because there is a study which, people are measuring this, and if we have teams more diverse in terms of people who's there, not only about gender, but about in other areas, like ethnias or sexual orientation or different things, ableism is important as well. If we have people there, the bias is reduced by 26%, which is very important. So basically, it is not because we need to fill the quota, but we need to have more diverse team, like a quality control mechanism, right? If we have diverse teams, the quality of the systems that we are building will be better, that's for sure. And Dr. Wulambini is very smart, and she said, your AI will be better if we are in the room, right? So can you go to the next one? What I want to give you as my advice is, first, your perspective is an asset. That's the most important thing. Even if you think that what you are thinking is not important, it's very important that you speak up. And if you see the world differently from other people, that is not a weakness. That's a strong thing. And it is exactly what the field is missing in artificial intelligence and in technology in general. So bring yourself to the table. That's the first advice. The second one is learn the governance layer.
because it's very important now, and it will be more in the future. We need people who is very technical, but as well who understands how laws are, or what are the laws implications, how the European Union is trying to fix that governance. And we need people who have the skills about speaking very technical, but being very aware of what the implications are for society. No, that's more related to what we call the business, but here is what we call, or more close to society. And the third one is that you read books that enrich yourself in terms of this. Understand algorithmic justice is very important. There are different books if you look for them with any of the AIs that you are using, and that will make you better technologist. So just to close the idea, can you go to the next one? In Cognodata, where I work, is very important, this concept, and we are developing it within the time. So right now, 43% of women in the leadership team, we are women. 42% are women if we think about the project leaders, team leaders, no, the leaders that we have in our projects. But if we look across all the company, 43% are women, and this didn't happen by chance. This is intentionally. We need to put a lot of efforts saying who we want in our teams and what we want them to do and who we want to promote. That's as well important. No, it's not only about hiring women, but make sure that they evolve in their careers, they promote, and they take leadership puestos, places, right? So if you are in this field, just make sure that your voice is there. And if you are here, I mean, you are already part of this conversation, right? So Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Tania. Et pour terminer cette série de témoignages, nous accueillerons Ileana, Senior Scrum Master et Agile Coach chez Audensiel Canada. Ileana nous parlera de son parcours, de l'agilité et de son engagement auprès des équipes. Yes, that's me. Hi everyone. Can you hear me okay? Yes. Yep. Okay, perfect. So yeah, my name is Ileana. I'm Scrum Master and Agile Coach for Audensiel Canada. My mission as an Agile Coach is to create conditions where teams and leaders can collaborate effectively, they can continuously improve, and they can deliver value through practical and human-centered Agile practices. So today I'm going to share a bit about my background, some of the learnings that I got, and some tips for women that may want to enter the tech industry. So some of you might find my story something that you can relate to, others might not, and that's okay. Like each person has their own journey, our journeys are unique. The good thing that we all have is we all have a pen to shape our path. So speaking a bit about my path, I entered technology in a very unexpected way, a bit like Fabienne. I wasn't intentionally starting to be a part of the technology environment, but a friend of mine was working in software testing. And one day we were grabbing a beer and she asked me if I like to play games. And I was like, yeah, why not? So she told me that she thought I would be good for testing because I was organized. I was detail oriented. I spoke English. That was the very key thing because in Argentina, in Salta, where I was working at the moment, I grew up in Argentina. English wasn't a very popular thing in terms of work. So they had an American client, and that was very important to them. Someone that was able to translate the problems that their systems had to the developers that were actually developing things, right? So she said, I think you're the good person for this. Give it a try. So she set up the interview. I passed the interview.
And then she ended up teaching me how to do the job, how to perform. She became my leader, she became my mentor, and that became a big difference in my career. So that was the first opportunity that I grabbed, that was at my disposal. I said, okay, yeah, maybe I can do this. I wasn't 100% sure, but she was very eager for me to work there. So I was like, okay, if you see talent in me, then I should see that talent as well, right? So the first months were a bit a discovery. But then when the team started like seeing and giving feedback about how important testing was, that they saw the value in my work and that they saw problems prior to when they were happening, I was like, okay, this is something that I can do. This is something that matters. This is something that I think is important. And it's important for our clients because like someone mentioned, like we're developing things for our clients, right? So my work had purpose and I had support. So I was contributing to something bigger. And that gave me motivation to keep learning, to keep improving, to keep reading books. Like Tania mentioned, were also important in this path because there was a lot of unknowns. And it's only through books and conferences and communities of practice that I was able to learn more. And I was specifically searching for technical skills, but also improving my soft skills. So over time, my career evolved, first as a QA, then I became a QA manager, then a Scrum Master, then an Agile coach. So my career evolved over the past 10 years. And today I work as an Agile coach. So I help teams collaborate better, they grow together, and they become more autonomous. However, as many women in tech, I also faced like some challenges along the way. For example, early in my career, I learned that communication was not about being right. Even though sometimes you know that you have something and that you're right, it's also about how you deliver your message. So understanding how that worked was very important. I used to be very direct, like this work, this doesn't work, and I know I'm right. Like believe me, like sure, like you can believe yourself, but you need data, you need information, you need to be able to communicate to the people that are listening, and you need to understand who is in the room as well. So there was a key moment that I will never forget. It will stay with me forever, but it's something that made me learn. So after presenting a proposal that I had, uh, it was something that I really believed we should implement in the system. And I was like, okay, we need to implement this. I'm right because of this. And I had a lot of like emotions in it. And someone asked me if I was on my period. So imagine my face. I was like, what? I can't believe. So I froze for a bit. And then I was ready to go like all furious. And then I said, no, Ileana, wait. Attends. So I decided to respond calmly. And I told the man, like, okay, even if I were, like, it wouldn't change the value of my proposal or what I'm saying. It has nothing to do with that. So we can discuss this with HR if you need to. That's where he backed up. And I was like, okay. So I was direct, I was respectful, I put some boundaries. What that experience taught me is that we're always going to face situations like those. But if when you choose to how you want to respond, it gives you confidence. It gives you clarity about yourself and what you want to convey as well. So those moments like those help me to grow emotional intelligence, and they strengthen my ability to stand my ground. So that's actually something that in the World Economic Forum by 2030, it's going to be very important. So soft skills are expected to increase by 2030. Like it looks like a long time from now, but it's not that far. So along with, yes, technological literacy, but technology evolves so fast. So if we're able to understand it and understand the people that use it, that also helps. And then another thing that I've seen throughout my career is that the best ideas, they rarely come from people who think exactly the same.
So innovation really happens when different perspectives come together, when people from different experiences, different backgrounds, ways of thinking, when they collaborate, and because they challenge assumptions and they create better solutions. So me as a woman, as a Latin woman, I bring something to the table. So it's important to know, like Shravani mentioned, like your background is important. So bring it along, be proud of that. But for that to happen, people need to feel safe to share their ideas. Yes, you're in the room, but also it talks about context. So that's why inclusion matters so much when speaking of technological environments. When people feel respected and heard, they contribute more. So we fuel, we motivate them to share their experiences, their ideas, and then everyone benefits, right? Like the example of women being hired or not. Yeah, we're benefit. We want the money. So take that opportunity, but also create those spaces. And that's something that brings me a lot of joy and satisfaction today, is that I help people discover tools. I help them discover ways of working and ways of like to empower them, especially women. It's very special when someone comes along and they realize that they're improving, that they're changing something, and they're feeling more confident, that they can solve problems on their own, that they've exchanged ideas, that they've learned from each other. So seeing teams become this autonomous and so collaborative is something that fuels my days. And that's what coaching is for me. It's really about creating those conditions for others to grow. So something that I would like to share, like for people attending this or watching this, some advice I would say: take the opportunities when they appear. So, like my friend, she saw something in me. I wasn't really sure. I grabbed the opportunity. It could go wrong, yes, but it could also go right. So, but also besides taking the opportunity, be very clear about where you want to go with that opportunity. So whether those opportunities, like it's important that those opportunities align with your goals. Have clarity on your goals, on what is it that you want to do. Also, like another example that I have is communities of practice, such as Ministry of Testing, Latinas in Tech here in Canada. They have helped me fuel and enrich that path and my learnings. Those are also opportunities. So I was able to help women. I was able to know other women that were facing the same situations I was facing. So learning about it, even this space, I'm learning so much about everyone else, right? And so that's really what this is about, learning about each other. Another thing, stay genuine. Don't feel like you have to become someone else because it's trending or because you want to fit in. Like there's something special in staying your true self. And please never stop learning, especially with technology moving so fast nowadays. Sometimes like the smallest strengths or things that you might think are small can become the most valuable ones that you have. For me, something as simple as being organized became key in part of like my work days. Today, like I work for an organization like to help teams organize themselves. So I didn't think it would be like that, but then it is. And if I could tell my younger self one thing, it would be this: keep your spark. Being yourself will take you further than you think, and stop trying to be like someone else. Thank you. Avant de terminer, nous souhaitons remercier toutes les intervenantes, et Stéphane, et Maxime, toutes les personnes qui ont organisé cet événement. Big up à Clément, Joël, et bien sûr les étudiantes présentes ce soir. Nous espérons que cette table ronde vous aura inspiré, parce que si une chose est certaine, c'est que l'avenir de la technologie se construit avec des talents divers, engagés et passionnés. Et c'est exactement ce que représentent ces soirées Women Shaping the Future of Tech. Merci à toutes et à tous, et place maintenant aux questions-réponses si vous le souhaitez.
et suivi d'un moment convivial de networking. Merci.